Alors, pour savoir qui est là exactement, où est-ce que vous vous situez, je vous propose de faire un petit quiz en ligne. Alors, je vais vous partager mon écran et ensuite, je laisserai la parole à Aliénor et à Douglas pour qu'ils se présentent. Alors, oups. Voilà, normalement, vous devez voir mon écran. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est sur un nouvel onglet de votre navigateur Internet, d'aller sur le site qui apparaît à l'écran, que je surligne ici en bleu. Donc, vous tapez www.menti.com et une fois que vous serez sur menti.com, on va vous demander de rentrer un code qui est le 49 69 31 86. Et donc, une fois que vous serez sur Menti, vous aurez rentré ce code-là, vous allez avoir une série de questions. Et donc, je vous invite à garder cette page-là ouverte tout au long des échanges. Comme ça, vous verrez, on va revenir dessus et on vous posera des petites questions un petit peu plus tard. Mais là, j'ai d'abord 2 questions à vous poser pour savoir qui vous êtes. Donc, on va prendre un petit peu plus de temps vu que c'est la première fois. Après, on n'aura plus besoin de rentrer ces codes. Donc, je vais copier d'ailleurs ça et je vais vous mettre sur Menti. Hop. Je vous mets dans la discussion publique le lien. Hop. Alors, je vois qu'il y a la Macédoine du Nord qui nous dit bonjour. Bonjour. Donc, du coup, je vous ai mis le lien et le code dans la discussion publique. Comme ça, si vous voulez, vous n'avez plus qu'à copier et aller directement sur Mentimeter. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a des classes déjà connectées? Donc, la première question qu'on vous pose, c'est où est-ce que vous vous situez? Donc là, vous allez avoir un petit point bleu qui va apparaître à l'écran et il faudrait que vous placiez le petit point bleu à l'endroit où se situe votre établissement scolaire. Donc, pour les classes qui nous ont rejoints, vous allez sur menti.com. J'ai mis le lien dans le chat et vous rentrez le code qui est également dans le chat. Alors, on a 2 classes en France. On a une classe en Macédoine du Nord. J'ai même 2 classes, il me semble. 6e et 6e. Oh là là, il y en a partout. Alors, il y a une classe en Grèce. 4 en Grèce. Ben, j'avais pas noté 4 classes. Ben, super, on a 4 classes en Grèce. Normalement, on a 2 classes en Espagne. Génial. 4 classes en France. Alors, normalement, vous êtes un petit peu plus en France. On va laisser un petit peu de temps. Alors, on a même 4 classes en Espagne, normalement. On va attendre que tout le monde se connecte. Alors, vous êtes 11 classes. Je n'ai pas regardé tout à l'heure combien vous étiez, peut-être un petit peu plus. Ben, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à vous connecter. On vous pourrez mettre dans le chat. Et puis, de toute façon, vous verrez quand on passera la parole aux classes, vous pourrez vous présenter et dire d'où vous êtes. Donc, avant ça, j'ai une deuxième question pour vous. J'aimerais savoir dans quelle classe vous êtes. Donc là, vous pouvez taper à l'écran, enfin sur le clavier, si vous êtes en CE1, en CE2, en CM1, CM2, en 6e. Comme ça, on verra votre niveau. Alors, on a des 6e et des CM1. D'accord. Des 6e aussi. OK. Une double classe CM1, CM2. 2 doubles classes CM1, CM2. Alors, plus le chiffre est gros, on a des CM1B à Athènes, donc plus le chiffre est gros, plus vous êtes nombreux dans ce niveau-là. Ça marche. Donc, on a beaucoup de CM1 et de CM2, des 6e, pas mal de CM1. Très bien. Vous êtes tous en cycle 3. Ça marche. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que c'est stabilisé, donc on va s'arrêter là. Hop, j'arrête mon partage. Et puis, comme ça, je vais pouvoir laisser la parole à Douglas et Ali, si elle est là. Alors, Doug, est-ce que tu m'entends? Tu peux activer ton micro. Doug. Hop. Salut, ouais, on t'entend. Super, génial. Alors, Ali, si Ali est là, parfait, je t'avais pas vu, désolé Ali. Et ben, je sais pas si vous nous entendez. Non, c'est bien, on t'entend bien. Je te laisse te présenter. Ah, tu es avec Morgane. Ah, j'ai l'impression que vous n'avez pas une super connexion. Ali, est-ce que toi, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Ok, eh ben, écoute Ali, je te propose de te présenter. Et Doug et Morgane, ça capte pas très bien. Si vous avez la possibilité de vous mettre sur un partage de connexion ou autre chose pour voir si ça marche mieux. Ça marche. Yes, je vais voir. Merci. Ali, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là ce matin avec vous. Alors ce matin en France. Moi, donc,
au niveau de l'organisation du bateau et de la fondation, je suis en charge de ce qu'on appelle la logistique maritime, la coordination maritime, c'est-à-dire de tout préparer avant que le bateau il arrive dans un pays, parce que c'est un bateau qui va naviguer et échantillonner dans plein de pays différents. Et donc, moi, je suis en charge de tout organiser en amont de l'arrivée du bateau dans ce pays. C'est-à-dire où est-ce que le bateau va aller, sur quel quai, est-ce que le bateau a besoin d'électricité, est-ce qu'il faut organiser par exemple un réapprovisionnement alimentaire, parce qu'on mange beaucoup à bord aussi. Donc je m'occupe de tout ça en lien avec le capitaine, les marins à bord, et je vais aussi des fois sur place, c'est-à-dire que quand le bateau fait escale dans un pays, ben, c'est aussi l'occasion d'organiser plein d'événements avec plein de gens, de rencontrer des enfants de tous les pays, de leur montrer le bateau. Et donc, des fois, je viens sur place pour organiser tous ces événements et faire le lien entre toutes ces personnes. Super, merci beaucoup Ali. Donc, du coup, est-ce que on peut tester voir si ça fonctionne bien? On est en train de voir pour avoir une meilleure connexion là. Ça marche. Ok, pas de souci. Ben, on va prendre les questions des classes, et puis Ali répondra dans un premier temps, le temps que vous vous reconnectiez. À tout de suite, du coup. Alors, les classes, je vous propose de lever la main pour qu'on puisse activer le micro respectivement dans chacune des classes pour pas que ce soit trop le bazar. Et pour que ce soit un petit peu plus facile pour moi, je vous demanderai, dès que vous avez posé votre question, de bien baisser la main. Comme ça, moi, ça me facilite un petit peu la tâche pour savoir qui a déjà posé une question. Donc, vous allez pouvoir vous présenter et poser une question à la fois, et on reviendra dans les classes quand tout le monde aura déjà posé une question. Alors, donc, les premiers qui apparaissent sur ma liste, pas de jaloux, vous inquiétez pas, tout le monde pourra passer. Donc, ce sont les CM1, CM2 de l'école de Courson. Donc, les CM1, CM2 de l'école de Courson. Alors, où est-ce que vous êtes? Est-ce qu'on vous voit? Alors, est-ce que vous nous entendez à Courson? Quels sont les animaux les plus rares ou les plus impressionnants que vous avez vus? Je vous laisse répondre, Ali et Doug, si vous avez réussi à vous reconnecter. Bah, Doug, je t'en prie. Si vous avez la connexion depuis Roscoff. Alors, ils étaient en train de se reconnecter tout à l'heure, je crois, avec Morgane. Moi, sinon, je peux répondre un tout petit peu. Moi, je suis pas souvent sur le bateau, je suis plus souvent à Paris, donc c'est un peu moins exotique. Mais j'avais été sur le bateau pendant un embarquement, c'était au large du Brésil, donc en Amérique du Sud, et dans le fleuve Amazone, donc qui rentre dans l'Amazonie. Bref, j'ai vu un dauphin qui est très spécifique à cette zone-là. Il est endémique, c'est un dauphin rose. Voilà, qui a vraiment un front assez énorme. Et alors, on l'a vu de loin, on a vu son front et vraiment son grand bec un peu. Alors, je n'ai pas du tout les termes spécifiques, mais ça, c'était vraiment très impressionnant parce que c'est un dauphin qu'on ne voit que dans cet endroit. Là, je pense que Doug, il a vu plein d'animaux extraordinaires aussi. J'imagine. Est-ce que Doug, tu es parmi nous? J'ai l'impression qu'ils se sont déconnectés. Hop. Douglas et Morgane, est-ce que vous nous entendez? Sinon, on lui redemandera juste après, donc vous inquiétez pas, ils pourront répondre à votre question. Alors, j'ai oublié de dire que pour les classes qui n'ont pas de micro, vous pouvez poser votre question dans le chat, et comme ça, je prendrai vos questions également et je les poserai à Aliénor et à Douglas. Alors, voilà, par exemple, les CM1, CM2 de Bilbao, si vous n'avez pas de micro, ah si, vous avez un micro, parfait. Eh bien, on va continuer les questions. Donc, on va aller dans la classe qui s'appelle Océanie Junior. Donc, vous pouvez activer votre micro, vous présenter et poser une question à Aliénor et Doug et Morgane qui sont en train de se reconnecter. Alors, Océanie Junior, est-ce que vous nous entendez? Alors, sinon, j'ai une autre classe juste en dessous et dont l'acronyme c'est LFHED. Donc, j'imagine lycée français de Hellénique Eugène Delacroix, j'imagine. Donc, le lycée franco-hellénique Eugène Delacroix. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, on t'écoute. Imaginons que plus aucun outil informatique ne fonctionne sur la goélette. Pourriez-vous vous orienter et naviguer avec les étoiles au milieu de l'océan en pleine nuit? Je te laisse répondre, Aliénor. Alors, c'est une super bonne question. En tout cas, pour ce qui est de la navigation, les marins, ils sont très formés. Et donc, les marins à bord de Tara, ils ont navigué dans tous les
les océans du monde, dans toutes les circonstances, ils ont vu plein d'endroits et en fait, il s'avère que la plupart d'entre eux, ils savent naviguer aussi sans les instruments électroniques, sans l'informatique, sans les sonars, sans les radars, sans forcément le GPS aussi. Ils savent effectivement se débrouiller avec les étoiles et ils ont appris à naviguer de cette manière un petit peu plus naturelle et comme on faisait aussi avant. Et c'est bien de continuer à savoir naviguer comme ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme tu l'as dit, si jamais il arrive quelque chose, on doit pouvoir réagir et être autonome sur le bateau. Doug et Morgan sont revenus. Parfait. Vous nous entendez, Doug et Morgan? Oui, on Ouais. vous entend. Et vous? Ah, génial. Ouais, c'est parfait. Ça marche bien. Alors, du coup, on a eu 2 questions. La dernière, Alinor a déjà répondu. C'était savoir si il y avait une panne électrique sur le bateau en plein milieu de l'océan, que aucun appareil de navigation ne fonctionnait. Est-ce que les marins arriveraient quand même à se repérer grâce aux étoiles? Donc, Alinor a déjà répondu. Et par contre, à la première question des CM1, CM2 de Courson, tu pourrais répondre. Il demandait quel était l'animal le plus extraordinaire que tu avais vu à bord lors de tes embarquements. Ah, alors, quoi? Alors, on en a vu plein des animaux, puisqu'on en voit quand même très souvent. Et alors, l'animal le plus... Alors déjà, bonjour à tout le monde, désolé, on a eu des problèmes de connexion tout à l'heure. On était dans un hangar où ça captait mal, on a changé d'endroit. Alors, l'animal le plus impressionnant, c'était peut-être au large du Brésil. Eh ben, on a vu un groupe de cachalots. Et donc les cachalots, c'est des énormes baleines. Et on a vu un groupe où il y avait une dizaine de cachalots tous ensemble. Ils étaient les uns sur les autres. Voilà, ça c'est la photo que Maëva a pu prendre avec un drone. Et on est vraiment passé juste à côté avec le bateau. En fait, ils étaient sur notre route. Et donc on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces ailerons là qui dépassent les uns sur les autres? Et c'était une image vraiment impressionnante de les voir un peu jouer tous ensemble comme ça les uns sur les autres. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, on va prendre des questions à l'écrit de classes qui n'ont pas de micro. Par exemple, la lumière, les classes de CM demandent quelle proportion de voile ou de moteur est-ce que vous utilisez sur le bateau? Tu veux répondre à Lénore ou... C'est vraiment très technique, beaucoup ces questions. Donc pourrait répondre aussi, hein, d'autant plus qu'il le vit un peu plus au quotidien, donc c'est pas tout le temps facile quand il y a du moteur. Mais donc Tara, même si Tara a 2 grandes voiles, même si Tara est une goélette, ça reste aussi un bateau de travail et donc on fait de la science à bord et en fait il y a des exigences qui requiert parfois qu'on mette le moteur et donc le pourcentage, ce que les capitaines disent souvent, donc je m'en fais le relais, c'est plutôt 50%, 50%, c'est-à-dire 50% d'utilisation de la voile et du vent et des courants et 50% du moteur, avec aussi évidemment toutes les données courant, vent qui rentrent en jeu. Mais ça dépend vraiment des portions où Tara navigue. Il y a certaines portions où Tara va faire que de la voile parce que les vents sont favorables et les conditions météo le sont. Et il y a des portions où Tara va faire beaucoup de moteur et parce que les conditions sont pas du tout favorables. Ça marche, merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller en Macédoine du Nord dans la classe de 6e. Donc vous pouvez activer votre micro et on vous écoute. Ah, voilà, vous pouvez vous présenter les 6e. Qui a eu l'idée du projet et pourquoi? Alors notre question c'est qui a eu l'idée du projet et pourquoi? À l'origine. Alors je vous laisse répondre à Lénore ou Doug. Qui a eu l'idée du projet? En fait, Tara déjà c'est un bateau de 4 ans, c'est un vieux bateau qui a une vie aussi avant de s'appeler Tara. Et donc c'est un bateau vraiment d'exploration qui était fait pour aller dans des zones très isolées, dans les glaces notamment. Donc il a déjà passé beaucoup de temps pris dans les glaces par exemple et à naviguer en Antarctique ou en Arctique. Et puis il y a environ 10 ans, il a changé de propriétaire. Il est devenu Tara. Donc il a eu un nouveau nom, c'est comme ça qu'il s'est appelé Tara. Et donc c'est une famille qui a décidé de monter ce projet-là, d'acheter ce bateau pour faire des expéditions scientifiques autour du monde. Et donc l'objectif, c'était de faire de la science autour du monde pour vraiment aller à la découverte des océans, mais aussi de partager ces découvertes
avec le grand public, comme vous, les classes, mais aussi vos parents, un peu tous les gens qui s'intéressent à l'océan. Ça marche. Merci, Doug. J'ai une question à l'écrit de Océanie Junior, donc je ne sais pas qui c'est exactement derrière, qui demande comment est-ce que vous vous amusez, j'imagine, à bord. Alors comment est-ce qu'on s'amuse? Déjà c'est un bateau de travail, donc on est tous là pour travailler, donc on fait de la science, des filtrations, on entretient le bateau, on passe beaucoup de temps à faire ça, mais on le fait dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Et puis en fait quand on a du temps libre, on peut faire des baignades par exemple, on peut se jeter à l'eau, donc parfois on fait ça au milieu de l'océan, donc c'est super parce qu'il y a les sous nos pieds, on voit pas le fond de la mer et on est dans le grand bleu. On peut faire des jeux de société le soir aussi si ça bouge pas trop. Voilà. Il y a des dames chinoises, des jeux d'échecs ou des jeux de cartes. On peut faire de la cuisine, faire du pain pour se détendre, pour s'amuser ensemble aussi. Et voilà. Et puis quand on est à quai, on peut aussi aller visiter les îles pour s'amuser et pour faire des balades. Voilà. Voilà. Donc là, par exemple, on peut faire du pain, comme vous le voyez. Donc là, c'est les deux cuisinières. Donc c'est Carole et Sophie. Et quand on a du temps libre, c'est super agréable de les aider en cuisine parce qu'elles ont besoin aussi d'aide parce qu'elles font à manger pour 14 personnes tous les jours. Et c'est des moments qu'on a bien passé avec elles pour faire ça, quoi. Super, merci Doug. Alors maintenant, on va aller dans la classe d'Anne-Laure Courreau-Capez. Si ça fonctionne, mais j'ai l'impression que le petit dessin que vous avez, je suis pas sûre que vous ayez un micro. Donc si ça fonctionne pas, vous pourrez noter votre question dans le chat. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si ça marche? Sinon, on enchaîne avec une classe dans la classe de Christine. Christine, ça doit être Christine Dolfo. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Est-ce que vous avez croisé un animal très dangereux? Alors moi, en tout cas, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Est-ce que tu pourrais répéter, te rapprocher du micro, s'il te plaît? Est-ce que vous avez croisé un animal très dangereux? Moi, j'ai pas entendu la question. Désolé. Est-ce que vous avez croisé un animal très dangereux? Ah, un animal très dangereux. Alors j'essaye de réfléchir comme ça et à mon sens, il n'y a pas vraiment d'animaux très dangereux dans l'océan. Déjà comme ça, j'aurais du mal à te répondre quel animal est très dangereux dans l'océan. La plupart sont pas dangereux. Ils s'en fichent un peu de voir des gens dans l'eau, sauf dans de très rares cas. Et donc non, on n'a pas vu d'animaux très dangereux. Voilà, comme ça me dit rien, non. Tant mieux. Tant mieux alors. Ouais. On va prendre une petite question à l'écrit d'une classe qui n'a pas de micro. La classe de Lacour, qui demande quelle expédition a été la plus difficile. La partie du voyage qui était peut-être la plus difficile, c'était quand on était en Antarctique il y a pile un an. En fait, il y a pile une année, en février dernier, on était en péninsule antarctique, donc vers le pôle sud. Et là-bas, les conditions sont assez difficiles parce qu'il fait très froid. Il fait autour de 0 degré. Voilà, il y a de la neige, il y a des glaciers partout sur la côte. Et surtout, il y a beaucoup de vent. Et donc la difficulté là-bas, c'est ce vent très fort. Il peut souffler à 80 km/h, 100 km/h très facilement. Et donc là, comme vous voyez sur les photos, il y a aussi des icebergs. Et donc parfois, quand il y a beaucoup de vent avec des icebergs qui fait très froid, pour travailler dehors sur le bateau, c'est quand même assez difficile. Et donc ça a été quand même une mission. On y a passé 1 mois et demi. C'était une mission qui était assez rude pour tout le monde, pour les marins, mais aussi pour les scientifiques, parce que les conditions dehors étaient assez rudes. Après, on a de la chance parce que Tara, il a été conçu pour aller dans ces environnements-là, donc il est très sûr, il est très fiable. On se sentait quand même en sécurité et il est très confortable aussi à l'intérieur. Et donc voilà, on avait froid dehors, mais quand on rentrait, quand on avait envie de boire un café ou un chocolat chaud, on rentrait dans le bateau et puis on pouvait se réchauffer et c'était très agréable. Et après, on pouvait ressortir pour retravailler dehors. Donc voilà, cette partie du voyage était très dure, mais c'était très beau comme vous le voyez là.
C'était magnifique de voir ces icebergs. On a fait de la très belle science aussi. On a vu plein d'animaux super. On a vu des manchots, des phoques, des baleines, beaucoup de baleines, des albatros, beaucoup d'oiseaux marins. Pas d'animaux dangereux. Et donc pour ça, c'était une super aventure pour tout le monde. Ouais. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller au lycée français de Bilbao. Donc à Bilbao, vous pouvez activer votre micro, vous présenter et poser une question à Aliénor et Douglas. Si votre micro fonctionne. Parfait. Bonjour. Comment avez-vous appris à examiner l'échantillon? Alors, où est-ce qu'on a appris à échantillonner, c'est ça, les échantillons? Examiner les échantillons. Où a-t-on appris à faire les échantillons? Alors, où a-t-on appris à examiner les échantillons? Ah, ok. Merci, c'est une très bonne question. En fait, on travaille avec beaucoup de laboratoires différents. Et chaque laboratoire est spécialiste dans un domaine et c'est eux qui nous apprennent à faire leurs échantillonnages, leurs protocoles. Donc c'est vraiment des échanges avec des spécialistes pour transférer les connaissances et les compétences à tout le monde à bord du bateau. Voilà, par exemple là, cette photo-là, vous voyez qu'on était en train d'envoyer les échantillons du bateau vers la France. Et donc il y a beaucoup de gens impliqués, par exemple, pour faire ça. Et donc on travaille toujours avec des gens différents qui eux connaissent très bien leur domaine, qui peuvent nous apprendre comment faire les choses, quoi. Ça marche, merci beaucoup. Alors, j'ai des questions à l'écrit, notamment au lycée français unique. On demande combien de kilomètres est-ce que vous avez parcouru depuis le début de l'expédition. Donc, durant, par exemple, la dernière mission scientifique de Tara, combien est-ce qu'elle a parcouru de kilomètres? Ah, moi, j'ai pas les chiffres, mais toi, Aliénor, toi, tu dois avoir une bonne liste de chiffres. Oui. Alors, pendant la prochaine mission, pendant la dernière mission, Tara a parcouru 70 000 kilomètres environ. C'est un chiffre un peu global, un peu schématique, mais ça veut dire quand même que c'est beaucoup, beaucoup de kilomètres. Et Tara a parcouru tout le long de la côte, parcouru toute la côte chilienne, toute la côte brésilienne. Après, est allée en Antarctique et après a échantillonné, navigué tout le long de la côte ouest africaine. Et tout ça, ça fait environ 70 000 kilomètres. Et alors, en tout, il me semble que les chiffres de nombre de kilomètres parcourus pour la goélette, le temps de toutes ces missions, c'est 500 000 kilomètres. Et c'est pas fini parce que Tara repart bientôt en mission. Donc, beaucoup de kilomètres. Et 500 000 kilomètres, je crois que ça fait 10 fois le tour de la Terre. Donc, c'est vraiment énorme. Alors, maintenant, on va aller dans la classe. J'ai vu qu'il y avait une classe de Skopje qui avait la main levée des CM1 tout à l'heure, mais je ne les revois pas. Ah si, voilà. Les CM1 de Macédoine du Nord, donc de l'École française internationale de Macédoine. Donc, les CM1, vous pouvez activer votre micro. Bonjour. 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 On a une question. C'est quoi le vie quotidienne d'un scientifique sur le bateau Tara Océan? Alors, je te laisse répondre, Doug, du coup. Il faut que tu actives ton micro. Ah ouais. Merci pour votre question. Vous venez d'où? Vous êtes de quelle classe? Alors, il faut réactiver votre micro. Viens d'où? On vient de Skopje. En Macédoine du Nord. En Macédoine du Nord. Ok, super. Ok. Alors, eh bien, la journée d'un scientifique, elle est assez normale finalement à bord. On se lève 6 heures ou 7 heures, on prend un petit déjeuner tous ensemble d'abord. Et puis après, on commence notre station et pendant toute la journée, on va faire des instruments à partir du bateau pour échantillonner l'eau de mer. C'est-à-dire, là, vous voyez, il y a un filet. Ça, c'est un filet Manta qui reste en surface de l'eau. Et donc, toute la journée, on va déployer ces instruments dans l'eau pour rapporter des échantillons sur le bateau. Et quand on rapporte après ces échantillons, il faut les trier, il faut les mettre dans des bouteilles, dans des tubes. Il faut faire des filtrations. On a beaucoup de choses à faire.
Et donc, pour faire ça, on est une équipe de 6 scientifiques et de 6 marins aussi, puisque les marins, ils nous aident beaucoup à faire tout ça. Sans eux, on pourrait pas faire tous ces protocoles-là. Donc là, vous voyez, il y a Milena qui a dans ses mains des tubes avec du plancton à l'intérieur. Il y a un tube qui est vert, parce que dans ce tube, c'est surtout du tout petit plancton. C'est ce qu'on appelle du phytoplancton. Et donc, le phytoplancton, il fait de la photosynthèse, il a des pigments verts, c'est pour ça que c'est vert, qui lui permettent, comme les plantes, en fait, des toutes petites plantes, qui lui permettent de capter l'énergie du soleil pour faire sa nourriture et de se développer. Et dans l'autre flacon, qui est plutôt orange, et ben ça, on a capturé ce plancton-là, c'est des petits animaux, donc ce sont du zooplancton. Et eux, ils sont plutôt un peu comme les crustacés que vous connaissez, des crabes, des crevettes, qui sont un peu tout le temps orange. Et ben ils ont les mêmes couleurs. Et donc c'est pour ça que dans ces flacons n'ont pas la même couleur, c'est parce qu'ils ne contiennent pas les mêmes espèces. Et on les a échantillonnés, c'est-à-dire qu'on les a attrapés avec des filets différents. Mais je me rends compte que je parle peut-être rapidement pour vous. Je ne sais pas si vous m'avez compris en Macédoine du Nord. Si, ça va. Ok, super. Et donc voilà, donc toute la journée, on va échantillonner la mer. On va récolter jusqu'à 100 échantillons. Voilà, là par exemple, c'est des filtres qu'on met dans des tubes. Il y en a plein de formes différentes. Et puis on termine vers 7 heures du soir, par exemple. Parfois on termine plus tard dans la nuit, ça dépend. Et puis après, on mange et puis on va se coucher pour recommencer le lendemain. Et puis voilà. Et puis on essaie de prendre tous nos repas ensemble aussi pendant cette journée-là, pour aussi passer du temps tous ensemble de temps en temps. Et donc voilà la journée typique des scientifiques. Et pour les marins, c'est plus ou moins pareil, sauf que eux en plus, la nuit, ils sont responsables de faire les quarts de nuit. Et donc, parce que le bateau, il continue de naviguer la nuit, on se déplace. Et donc, il y a toujours un marin qui doit être de veille la nuit pour conduire le bateau. Il y a un scientifique aussi pour les aider, les accompagner pendant le quart de nuit. Donc, on se relaie nous aussi, par exemple, chaque nuit, et on est toujours deux pour faire les quarts de nuit. Donc voilà, en fait, la vie sur le bateau, elle continue quand même la journée, mais aussi la nuit, il y a toujours de la vie et du travail à faire à bord. Ça marche, merci beaucoup. Bon, c'était bien complet, comme ça tu vas avoir une bonne idée de ce qui se passe sur le bateau. Alors, on a une question à l'écrit des CM2 de Courcoury, dans le 17 en Charente, qui demande comment est-ce que vous vous nourrissez sur le bateau. Alors là, vous pouvez peut-être répondre tous les deux, vu qu'Ali, tu maîtrises l'approvisionnement. Alors moi je maîtrise l'approvisionnement, disons, j'aide la cuisinière ou le cuisinier à bord du bateau à se fournir localement en nourriture, parce que quand Tara arrive dans un pays, il faut toujours avoir quelqu'un sur place pour nous aider à faire le lien aussi avec les fournisseurs locaux. Et en plus, quand Tara après repart pour 3 semaines, un mois et demi de navigation, il faut stocker beaucoup de nourriture à bord, beaucoup de nourriture fraîche aussi, des aliments frais, des fruits, des légumes. Donc il y a tout ça à organiser, c'est un volume qui est assez conséquent, et que pour le coup, donc c'est le cuisinier ou la cuisinière à bord qui organise aussi cette logistique avec moi. Et visiblement, il mange très bien à bord. Généralement, on repart un peu plus rond qu'on est arrivé. Je laisserai donc témoigner. Et du coup, moi, je vais pas vous parler de la partie plutôt quand on mange. Donc les cuisinières nous font à manger, et après on essaye quand même de prendre les repas tous ensemble, puisque comme tout le monde travaille un peu dans tous les coins du bateau, finalement le repas c'est le seul moment où on se voit tous, et donc c'est un moment qui est assez convivial. Les cuisinières mettent vraiment beaucoup d'énergie pour nous préparer à chaque fois des bons repas, pour que ce soit un bon moment à passer ensemble. Et donc on les passe tous ensemble dans le carré, et puis c'est nous qui mettons la table, on fait aussi la vaisselle après. Et donc là, c'est tous les marins et les scientifiques participent à ces tâches quotidiennes à bord du bateau. Et effectivement, on a de la chance parce que souvent, on prend des kilos à bord parce que c'est très bon. Ça marche, merci beaucoup. Alors, il est 10h30, donc je vous propose de faire un petit quiz. Donc, je vais vous repartager mon écran, on reviendra aux questions juste après. Alors, hop, je fais une petite manipulation technique. Donc, les classes, vous pouvez retourner sur Mentimeter. Et donc là, on va avoir des petites questions pour vous. Donc les classes qui nous ont joué un tout petit peu après, il faut aller sur menti.com. Vous pouvez remonter tout le fil de discussion du chat et vous allez trouver le lien et le code.
Donc, vous allez sur menti.com, menti.com, et vous rentrez le code 49 69 31 86. Et donc, pour les classes qui étaient déjà tout à l'heure sur Menti, donc là, on vous pose une question, c'est où se trouve la goélette aujourd'hui? Et donc, comme tout à l'heure, pour placer le pays de votre établissement scolaire, là, vous avez un petit point bleu à placer, et il faut placer le point bleu à l'endroit où vous pensez que se trouve la goélette Tara. Alors, on a un point en France et un point au milieu de l'Afrique. Alors, les autres classes, à votre avis, où se situe Tara? Puis après, on pourra demander à Aliénor et à Douglas la bonne réponse une fois que toutes les classes auront voté. Comme vous êtes nombreux, on va laisser un petit peu de temps. Je vais vous recopier le lien dans le chat, comme ça. Voilà, c'est parti. Alors, les autres classes, à votre avis, où se situe la goélette Tara aujourd'hui? Alors, je repartage mon écran. Alors, on a des petits points qui apparaissent. Donc, vous n'êtes pas tous d'accord. La plupart pensent qu'elle est en France, d'autres pensent qu'elle est dans l'Atlantique, soit au large des États-Unis, soit près du Brésil. D'autres qui pensent qu'elle est en Méditerranée, d'autres voilà, autour de la Méditerranée, ça marche. D'autres dans l'Atlantique Sud. Alors, est-ce qu'on a d'autres classes qui n'ont pas voté encore? J'ai l'impression que les votes se stabilisent. Donc, Aliénor et Douglas, vous pouvez nous dire où se trouve la goélette aujourd'hui? Alors, la goélette n'est pas dans tous ces endroits très exotiques, enfin, ne l'est plus du moins, parce qu'il y a certains endroits par lesquels la goélette est passée. La goélette est actuellement à Lorient, donc en Bretagne, donc en France, parce que donc le bateau est revenu de mission en octobre dernier et repart en mission en avril. Donc c'est une courte période mais essentielle pendant laquelle le bateau, on va le sortir de l'eau, on va complètement le dosser, on va enlever plein de choses dedans, on va tout remettre à jour ou alors aussi adapter quel laboratoire on va mettre parce que bon ça c'est Doug qui en parlera mais chaque mission a ses propres thématiques, donc il faut adapter à chaque fois. Et puis après 2 ans à naviguer, le bateau a vraiment besoin qu'on prenne soin de lui un petit peu ou soin d'elle. Ça dépend si on pense que le bateau est féminin ou masculin. Et qu'on chouchoute un peu le navire pendant 4-5 mois. Donc là, le bateau est à Lorient, est en chantier. C'est une période qu'on appelle une période de chantier. Ça marche, merci Ali. Effectivement, on pourra prendre des questions sur le sujet si vous voulez tout à l'heure, on puisse un petit peu discuter de la vie du bateau entre deux missions scientifiques. Alors, une autre question pour vous, toujours sur la goélette. Alors, à votre avis, quel âge a la goélette? Est-ce qu'elle a 44 ans? Est-ce qu'elle a 34 ans? Ou est-ce qu'elle a 24 ans? À votre avis, on vous laisse réfléchir en classe et ensuite, vous pouvez voter et nous dire à votre avis quel âge a la goélette. Alors, on a 2 premiers votes qui s'affichent à l'écran pour 34 ans. Alors, les avis sont un peu partagés. Certains pensent qu'elle a 44 ans. Égalité avec 34 ans. Alors, on a 5 classes qui pensent qu'elle a 44 ans, 8 classes qui pensent qu'elle a 34 ans et 2 classes qui pensent qu'elle a 24 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner la bonne réponse, Aliénor et Doug? Ouais, bah, elle a bien 34 ans, la goélette. Elle a été construite en 1989 en France, près de Paris, à Villeneuve-la-Garenne. En fait, elle a été construite sur les bords de la Seine, une rivière qui est en France. Et après sa construction, bah, elle a dû rejoindre l'océan par la rivière. Donc c'est un peu particulier comme histoire quand même pour un bateau d'être construit sur le bord d'un fleuve près de Paris. Et donc voilà, elle a parcouru le monde depuis 34 ans. Très bien, merci. Et vous aviez presque tous tout bon et les autres, c'était soit un petit peu trop vieux, soit un petit peu trop jeune. Alors, une autre question pour vous. Là, vous voyez sur la photo qui s'affiche, Tara, c'est un voilier. Elle a 2 mâts qui aident à tenir les voiles. Et à votre avis, ces 2 mâts, quelle taille ils font? Est-ce qu'ils font 17 mètres? Est-ce qu'ils font 22 mètres? Ou bien 27 mètres? Tous les deux, ils font la même taille, mais quelle taille font-ils? Alors, à votre avis, je vous remets la photo en grand si vous voulez.
Pour vous donner une idée, la longueur totale de la goélette, c'est 36 mètres. Alors, on a une majorité de votes pour 22 mètres. C'est marrant parce que hier, les élèves pensaient également que c'était 22 mètres. On a 2 votes pour 17, 3 pour 17, 4 pour 27. Bon, alors, égalité entre 17 et 27 et une majorité pour 22. Alors, est-ce que c'est 22 la longueur des 2 mâts de Tara? Et non, malheureusement. Je suis désolée. Les mâts de la goélette font 27 mètres. Et d'ailleurs, quand on grimpe en haut des mâts, parce que c'est possible de grimper en haut des mâts, il y a ce qu'on appelle un petit nid de pie. Je peux vous dire qu'on se sent haut et que le bateau paraît très bas. Donc, c'est vraiment 27 mètres de mât. Merci, Aliénor. Alors, une nouvelle question pour vous. La dernière, moi, je vous la mets en grand, mais je crois que Doug a donné la réponse tout à l'heure. Comment est-ce que cet instrument scientifique s'appelle-t-il? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit c'est la chaussette, soit c'est le filet à plancton, soit c'est le filet manta. Donc, alors, on vous laisse réfléchir dans les classes. Ensuite, vous pouvez voter. Et puis après, on demandera à Douglas de nous donner quelques petites précisions quand tout le monde aura voté. Alors, on a 2 votes pour le filet à plancton, 6 pour le filet manta, 1 pour la chaussette. Alors, 4 pour le filet à plancton, 10 pour le filet manta. Bon, on a une majorité de classe qui pense que c'est le filet manta. Est-ce que c'est la bonne réponse, Doug? Ouais, donc c'est bien le filet manta parce que il peut ressembler un peu à une raie manta. Je sais pas si vous connaissez cet animal marin, qui est un grand animal qui peut avoir un peu cette forme-là. Et la particularité de ce filet, c'est qu'il reste en surface, comme vous le voyez, et on le tracte derrière le bateau. Et il sert à échantillonner surtout les microplastiques, puisque les microplastiques, pour beaucoup, ils flottent avant de se désagréger et de couler ensuite dans les océans. Ben, ils passent une partie de leur vie à flotter, et donc c'est une manière de les échantillonner en surface. Et donc ça nous permettait d'étudier les microplastiques, en fait, d'utiliser ce filet manta spécifique. Voilà. Et donc la maille de ce filet, c'est 300 microns. En fait, c'est 0,3 mm. Donc, c'est tout petit comme maille. C'est minuscule. Ça marche. Merci pour ces précisions. Et alors, je vérifie juste. Ah, voilà. Il reste bien une question. Alors, vous voyez sur la photo, on a un objet qu'on est en train de sortir du bateau, qui est un objet qui est assez grand. Si vous voyez, il est plus grand que le marin qui est juste à côté, même si le marin est pas très grand. L'objet est quand même très, très grand. Et à votre avis, à quoi sert cet objet? Donc là, il faut réfléchir au sein des classes et ensuite, c'est à vous de taper sur le clavier à quoi ça sert. Et ensuite, ça apparaîtra à l'écran. Alors, je vais cacher les réponses en attendant pour pas vous spoiler. Donc, alors, à votre avis, à quoi sert cet objet? Alors, ça doit fuser les idées dans les classes. Donc, on n'a pas encore de vote. Est-ce que vous avez une idée? Alors, on a une première classe qui propose une dérive, d'accord? Une dérive pour que le bateau ne se retourne pas. Okay. Alors, les autres classes, à votre avis, à quoi sert cet objet? On pense que c'est un gouvernail, ça sert à diriger le bateau. C'est une dérive pour ne pas dériver, une dérive. Un objet placé sous la coque pour empêcher le bateau de se retourner, c'est la quille. D'accord. Bon, vous avez grosso modo tous la même idée que c'est un objet qui permet de diriger le bateau. D'accord. Alors, les autres classes, tout à l'heure, on était à 15 votes, il me semble. Alors, ça permet de stabiliser le bateau, de le maintenir droit. OK. Alors, on va attendre un tout petit peu que les autres classes se décident et puis après, Aliénor, tu pourras, ou Doug, vous pourrez nous donner la réponse. Un gros couteau. Pour récupérer le phytoplancton, c'est la quille qui permet de stabiliser le bateau, la dérive pour empêcher le bateau de dériver, la quille pour tenir droit le bateau, ça sert à arrêter le bateau. D'accord. Bon, bah, des idées un petit peu partagées. En tout cas, le gros couteau, on l'avait jamais eu celle-là. Alors, Aliénor ou Doug, vous pouvez nous donner des petites précisions sur le nom déjà de cet objet et à quoi ça sert? Alors, cet objet, c'est un safran.
Et donc, vous avez plus ou moins raison dans les réponses. C'est en fait, c'est une partie du gouvernail qui permet de diriger et d'orienter le bateau. Et donc, à bord de Tara, on a 2 safrans qui font 2,5 mètres de profondeur. Et donc, c'est pas la dérive, c'est pas la même chose, parce que Tara a aussi 2 dérives, mais qui sont un petit peu plus en avant, qui pour le coup font 3,50 m de profondeur. Mais donc, c'est effectivement pour diriger Tara, essentiel. Et donc, on peut les sortir. Quand Tara était coincée dans les glaces en Arctique, ils ont sorti les safrans pour pas qu'ils se brisent en fait sous la pression de la glace. Et donc, on peut les sortir et on peut aussi les sortir de manière un peu plus intermédiaire. Alors, c'est assez compliqué de le faire, c'est un long processus. Mais si Tara veut aller naviguer dans des eaux peu profondes, c'est quand même assez pratique d'avoir ce moyen-là, ce levier-là. Ça marche, merci Aliénor. Et sur la photo, c'est Laurent, il est mécanicien sur le bateau. Et hier, il nous disait que là, vous voyez sur l'image, il y a 2 fissures. Et du coup, ce safran, il était sorti pour que une équipe de soudeurs vienne pour réparer les fissures. Parce que normalement, il n'y a pas de fissures. Donc voilà, c'est un safran, c'est pas un gros couteau. Alors, on va reprendre les échanges, j'arrête mon partage. Alors, du coup, je voudrais bien que les classes qui ont déjà posé une question, vous baissiez la main pour que je puisse m'y retrouver un petit peu plus facilement. Comme ça, les classes qui n'ont pas encore posé de questions, on va pouvoir aller leur poser des questions. Donc, par exemple, les 6e du lycée français de Valladolid, vous pouvez activer votre micro et poser votre question à Aliénor et Douglas. Bonjour. Pourquoi vous avez voulu faire ce métier? Alors, je vous laisse répondre tous les deux, du coup, Aliénor et Doug. Pourquoi en fait, j'ai voulu faire ce métier donc mon métier, c'est biologiste marin, et donc je travaille pour étudier les océans et les organismes de l'océan. Et j'ai voulu faire ça parce que j'étais très curieux de connaître de mieux comprendre la vie qui se développe dans les océans. Donc, la vie des poissons, la vie des algues, la vie des petits copépodes, un peu de tous les organismes qui vivaient dans les océans. Et je pense que c'était à force d'aller voir sous l'eau, de faire de la plongée sous-marine, de voir vraiment ce monde-là. C'est ça qui m'a donné envie d'en faire mon métier par la suite. Et moi, je travaille dans la coordination maritime. Alors, c'est un petit peu chargé logistique. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier? C'est parce que j'aime bien le monde de la mer, j'aime bien les gens qui gravitent autour de ce milieu-là. Je trouve que c'est des personnes intéressantes. Et puis chez Tara aussi, il y a tout ce côté aventure, que ce soit l'aventure scientifique, on permet la découverte de plein de nouvelles choses scientifiquement parlant, l'aventure humaine, parce que les gens avec lesquels on travaille, c'est aussi rapidement des personnes avec lesquelles on a des relations proches, c'est des copains, des copines. Et l'aventure scientifique humaine et l'aventure nautique, le fait de pouvoir travailler avec un bateau aussi emblématique que Tara, qui a fait d'aussi grandes choses, c'est super intéressant. C'est stimulant. Ça marche, merci à tous les deux. Alors, j'ai une question des CM1, CM2 de Pessac à l'écrit qui demande si le bateau a déjà été très endommagé. Tout est relatif. Ouais. Il a déjà eu des bosses. Il s'est déjà cogné par exemple sur des quais. Donc en fait la coque elle est bossée. Hein. Il y a vraiment des marques sur la coque. Il a déjà eu des problèmes mécaniques, mais il n'y a jamais eu de choses très très graves sur le bateau. C'est un bateau assez solide qui est quand même construit pour durer dans le temps. Et comme vous l'avez si bien calculé tout à l'heure, c'est un bateau qui a 34 ans et qui pourtant continue de faire des missions. Mais ça exige beaucoup d'entretien de la part des marins et des scientifiques aussi sur le bateau. Et là, après 2 ans de mission, le bateau, il était vraiment cabossé, il était sale, il y avait plein de boots, qui sont les cordes qu'il y a sur le bateau, qu'il fallait changer, qui étaient travaillées, usées par le temps et les éléments. Mais pas à ma connaissance, en tout cas. Ça marche, merci beaucoup. Alors, on va reprendre une question à l'oral. Donc, du coup, laissez bien la main quand vous avez levé. Vous avez déjà une question pour que je puisse m'y retrouver. Alors, j'ai les CM1C du lycée français hellénique Eugène Delacroix. Donc, les CM1C,
pouvez activer votre micro. Donc, à Athènes. Bonjour. Si quelqu'un Bonjour. Salut l'équipage. Si quelqu'un a besoin d'être secouru d'urgence, comment cela? Alors, est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Quand quelqu'un a besoin d'être secouru d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un a besoin d'être secouru d'urgence, comment cela se passe? D'accord. Je vous laisse répondre alors, Annie. Déjà, les marins qui sont à bord du bateau, ils sont formés au premier secours et même un peu plus qu'au premier secours, une formation médicale qui leur permet de gérer des situations voilà, d'urgence à bord et de fournir les premiers secours. Et après, comme c'est un bateau français, on est suivi par un hôpital qui est spécialisé en France dans la gestion des bateaux au niveau médical. Donc, ça s'appelle l'hôpital de Purpan, qui est un hôpital à Toulouse. Et donc, qui permet aussi de conseiller, d'accompagner les marins quand il y a ces soucis-là, voilà, plus ou moins urgents. Donc, quand ça devient très urgent, là, il faut soit, si le bateau n'est pas très loin des côtes, dérouter le bateau pour que le bateau puisse amener la personne à un hôpital et que la personne puisse être secourue selon les besoins nécessaires. Soit, si le bateau a plein de cargos ou de navires autour, en fait, ils peuvent s'entraider les bateaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'appeler les uns les autres. S'il y a un bateau qui va se diriger, qui va être plus rapide que ta, qui va se diriger vers les côtes et qui peut amener cette personne, c'est aussi comme ça qu'on fonctionne. Ça peut être aussi des secours qui viennent de la terre avec des hélicoptères. Mais pour l'instant, c'est encore jamais arrivé à bord de Tara. Il n'y a pas eu de cas majeurs tragiques, heureusement d'ailleurs, en touche du bois. Et ça continue comme ça. Mais les personnes aussi qui montent à bord de Tara, on vérifie un peu leur historique de santé médicale. On n'envoie pas n'importe qui sur un bateau comme ça de travail parce que c'est des conditions exigeantes qui requièrent que les personnes soient quand même en bonne santé. Si je ne m'abuse. Merci beaucoup. Alors, on va retourner à Bilbao parce qu'il y a 3 classes de connectés, il me semble, au lycée français. Donc, à Bilbao, je vous laisse activer votre micro. Alors, est-ce que vous nous entendez à Bilbao? J'ai noté que vous étiez 3 classes de 6e. Pourquoi avez-vous créé cette plateforme d'intervention? Alors, on t'entend de très très loin. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît, et répéter ta question? Pourquoi avez-vous créé cette plateforme d'intervention? Alors, moi, j'ai pas bien compris. Est-ce que Doug et Non, moi, j'ai pas compris non plus. Alors, pourquoi aviez-vous créé cette plateforme d'intervention? Ah, pourquoi donc, on a créé la fondation, c'est ça? Sinon, écrivez-le dans le chat. Je vois que voilà, vous êtes en train d'écrire. Pourquoi avez-vous créé la plateforme Tara Océan? Ouais, je crois que c'est ça. Pourquoi tu as créé cette plateforme, Aliénor? Je suis à l'initiative de cette plateforme. Non, pas du tout. Mais je pense que ça a été créé à l'époque parce ça répondait à un grand besoin d'en savoir plus sur tout ce qui est minuscule, l'invisible, l'infiniment petit dans les océans, et puis en savoir plus sur les océans, parce qu'en fait, c'est encore un territoire, si je puis dire, inconnu, l'océan. C'est-à-dire qu'on sait encore très peu de choses sur ce milieu-là, sur le vivant qui l'habite, et donc essayer d'en savoir plus et d'augmenter un peu aussi les capacités de recherche, parce que comme vous n'êtes pas sans le savoir, avec le changement climatique, et ben la biodiversité et le vivant, il est un peu mis en péril. Il faut qu'on accélère un peu aussi dans notre niveau de connaissance avant même que ce vivant-là il disparaisse, et qu'en fait il disparaisse avant qu'on ne le connaisse. Donc, je pense que ça a répondu à un besoin. Et il y a d'un côté la recherche et il y a de l'autre côté la sensibilisation, c'est-à-dire parler de toutes ces recherches qu'on fait et en le partager à tout le monde, le partager au grand public, à vous, aux enfants dans les écoles, pour que tout le monde ait ce même niveau de connaissance-là et appréhende bien le sujet. Merci beaucoup, Aliéna. Alors, j'ai l'impression qu'on est allé dans toutes les classes, sauf peut-être la classe de Camille Girard, l'école Lucie Aubrac. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question à l'école Lucie Aubrac. Et sinon, les autres classes, vous pouvez relever la main. Comme ça, on va faire un deuxième tour des questions. On a encore un petit peu de temps. Alors, on vous écoute à Verteuil. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous avez déjà mangé du poisson, des fruits de mer ou bien des crustacés? Étant donné que vous les sauvez. Est-ce que vous mangez du poisson, sachant que vous voulez les sauver, les poissons? Bonjour, c'est une très bonne question. Personnellement, moi j'en mange, mais c'est un choix qui est personnel. Et à bord, et donc comme tu le vois sur la photo, on pêche aussi. Donc là, c'est une belle dorade coryphène que tu as sur la photo, que Yves tient dans ses mains. Et Louis à côté, il l'a aidé à pêcher cette belle dorade. Ce sont de magnifiques poissons. Et c'est vrai que parfois, ça fait un peu mal au cœur de les tuer pour les manger. En même temps, c'est peut-être le meilleur moyen d'éviter de manger des choses plus industrielles que de pêcher ces poissons nous-mêmes pour les manger. Et à bord, on mange assez peu quand même de poissons, assez peu aussi. Et donc voilà, c'est pas incompatible de manger. Après, c'est des choix personnels en fait. Je peux pas rentrer dans le débat trop. Mais... Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec d'autres questions. J'ai une question des CM1, CM2 de Pessac qui demande quels sont les pays le plus et le moins pollués que vous ayez visités. Le plus et le moins pollué. Alors pour ma part, ça fait que 2 ans que je travaille sur le bateau, donc j'ai peut-être pas vu les pays les plus pollués sur la dernière mission, mais en fait des endroits pollués, il y en a partout. Hein, si tu vas sur des plages, même en France, en hiver, quand il n'y a pas de ramassage des déchets sur les plages, tu verras des plages très polluées, que ce soit en mer Méditerranée ou sur la côte atlantique. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a des pays où il y a beaucoup moins de ramassage et peut-être beaucoup plus où les gens jettent plus de choses à la mer ou dans les rues. Et ça termine toujours dans les océans. Donc la pollution qui est jetée sur Terre, elle finira toujours dans les océans. Et les pays les plus pollués qu'on a pu voir, ça pouvait être par exemple en Amazonie, donc c'est au Brésil, sur l'Amazone. Ça pouvait être aussi en Angola, par exemple, en Afrique aussi. Mais ils ont beaucoup moins d'infrastructures que nous pour gérer tous ces déchets. Donc pour eux, c'est très compliqué de gérer ça. Ça marche, merci beaucoup. Il y a aussi un endroit qu'a visité Tara qui s'appelle les gyres océaniques. Et en fait, quand les déchets plastiques notamment, mais aussi d'autres types de déchets, se retrouvent dans les océans, ils sont amenés par les courants marins au milieu de grands tourbillons marins océaniques qui s'appellent les gyres. Et ils sont tous amenés à travers des dizaines d'années et ils convergent tous vers ce même point qui concentre beaucoup de déchets. Et donc Tara est allé travailler aussi sur ces zones-là où en fait il y a vraiment des vraies soupes de plastique par là-bas parce que plus ou moins tous les courants marins convergent vers ces zones-là. Et ensuite ils sont un peu capturés par là, ils en sortent plus. Donc à travers le temps ça s'accumule dans ces zones-là. Donc c'est des grandes zones au milieu des océans où il y a beaucoup de déchets qui s'accumulent. Voilà. C'est pas que visible sur les plages, sur les côtes ou dans les pays, mais ça peut être aussi des zones qui s'accumulent dans les océans. Ça marche, merci beaucoup. Alors, on va prendre une question à l'oral des CM1 de Skopje, en Macédoine du Nord. Donc, les CM1 de Macédoine du Nord, vous pouvez activer votre micro et on vous écoute pour une nouvelle question. Alors, est-ce que vous nous entendez, les CM1? Oui, ça y est, excusez-nous. Pas de souci. C'est bon, tu peux t'approcher peut-être. On entendra mieux les cas. Approche-toi. Ok. Notre deuxième question, c'est avez-vous fait de nouvelles découvertes ces derniers temps comme des nouvelles espèces ou des nouveaux virus? Très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. C'est très pointu comme question. Bravo. Oui, en fait, depuis 10 ans que le bateau navigue autour des océans, il y a eu tellement d'échantillons de faits dans des zones aussi qui sont peu étudiées
que effectivement il y a eu un inventaire, un état des lieux, si tu préfères, de plein d'espèces de plancton qui n'avaient pas forcément été bien décrites ou alors identifiées dans ces zones-là. Et donc effectivement, c'est surtout un travail d'inventaire qu'a fait Tara ces 10 dernières années à travers tous les océans du monde, dans des endroits très différents, des endroits chauds comme sur l'équateur, comme en Amazonie, mais des endroits aussi très froids, comme au niveau des pôles, dans les fleuves, donc dans les eaux douces, mais aussi dans les eaux salées, au milieu des océans. Donc en ciblant des écosystèmes très différents comme ça, on a pu capturer une grande diversité d'organismes et faire ce grand inventaire des organismes qui vivent dans les océans. Donc effectivement, il y a eu des découvertes de fait sur cette grande diversité d'organismes présents dans les océans. Et aussi de la taille des virus, quoi. Donc, puisqu'abord, on étudie à partir de la taille des virus, qui sont invisibles pour les voir. Il faut des technologies très puissantes pour pouvoir les visualiser sur des images. Donc, ça va de la taille des virus à la taille du petit phytoplancton. Ensuite, on passe aux zooplanctons. Et ensuite, nous, on s'arrête à la taille des gros zooplanctons. On n'étudie pas vraiment les poissons à bord de Tara. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, dans la classe de la cour, on demande si certains ont le mal de mer à bord de Tara. Alors, est-ce que toi, Aliénor, tu as eu le mal de mer quand tu es venu à bord? Et Aliénor, elle a embarqué aussi avec nous au Brésil. Ben, j'ai été très chanceuse, je crois. Alors après, moi, de mon côté, il m'arrive de temps en temps, en tant que marin d'eau douce, de naviguer un petit peu de mon côté. Et donc peut-être que ça m'a empêché d'être malade à bord de Tara. Mais Tara, c'est vrai que c'est un bateau qui roule beaucoup. Donc c'est de gauche à droite énormément. Donc c'est vrai que ça peut rapidement donner le mal de mer. Moi, je l'ai pas eu, donc j'ai été chanceuse, mais je connais beaucoup de gens qui l'ont eu. Des fois, ça peut durer plus longtemps qu'on ne pense que ça va durer, parce qu'on pense qu'on va s'amariner rapidement. Et des fois, ça dure longtemps pour certains, donc c'est un peu un mystère. C'est l'oreille interne, hein. Comment notre oreille interne gère le fait que, en fait, on voit pas l'horizon de manière très très droite. Et donc moi, je l'ai pas été. Mais après, j'ai pas été dans des conditions aussi drastiques que Doug en Antarctique, par exemple. Et moi, j'ai pas été vraiment malade, donc j'ai eu de la chance aussi. Sauf le tout premier embarquement, quand on était en Patagonie, c'est des zones aussi où il y a beaucoup de vent, de tempêtes. On a traversé le Golfo des Penas. Donc en français, ça veut dire le Golfe des Peines. Et il porte très bien son nom parce que c'est un endroit assez redoutable où il peut y avoir des très grosses vagues. Et quand on l'a traversé, la météo était exécrable et le bateau bougeait beaucoup. Et là, on était presque tous à bord à pas être très bien, sauf les marins. Et il y en a certains aussi qui ont été carrément malades, quoi. Mais voilà, c'est assez injuste parce qu'il y en a qui sont très sensibles à ça et d'autres qui le sont pas. Mais plus on embarque en général et moins on est malade, quoi. Ça marche, merci. Alors, on va retourner à Athènes dans la classe dont l'acronyme est LFHED, donc le lycée français Hélénique Eugène Delacroix. Vous pouvez activer votre micro et on vous écoute. Quand et quelle est votre prochaine mission? Yassou. Alors, ouais, tout bientôt. Merci pour cette question. Ça nous permet de faire un peu de promotion. La prochaine mission de Tara, elle part le 1er avril depuis donc Lorient. C'est un peu la maison de Tara, c'est le port d'attache du bateau de Lorient. Et la prochaine mission, elle va durer environ 1 an et demi. La première partie de la mission, ça sera plutôt donc dans le nord de l'Europe. On va aller en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Estonie, en Pologne, en Suède, en Norvège, dans toute la partie des îles anglo-saxonnes, au Royaume-Uni, en Irlande. Et après, toute la deuxième partie de la mission, c'est plutôt en mer Méditerranée. Et donc là, c'est encore à définir, mais il y aurait probablement l'Italie, la Grèce, et alors la Croatie. Et donc là, c'est encore un peu plus à définir. Ça marche, merci beaucoup. Donc effectivement, pour les classes d'Athènes, peut-être que vous aurez la possibilité d'avoir Tara à définir d'ici 1 an et quelques. Alors, il est 10h59, donc on va se dépêcher de prendre une dernière question. Par exemple, à Courson, les CM1, CM2 de Courson. Est-ce que vous voulez activer votre micro? Et on vous écoute.
c'est laquelle? C'est celle-ci. Combien de temps peut-elle naviguer sur une eau glacée? Combien de temps Tara peut naviguer sur une eau glacée, par exemple, comme quand elle s'était fait prendre dans les glaces lors de sa toute première mission scientifique? Oui. Alors, est-ce que Aliédou, vous pouvez nous dire combien de temps elle est restée emprisonnée dans les glaces lors de la première mission de Tara? Ils sont restés combien de temps? 18 mois? Ouais, moi je l'ai en jours, j'ai 500 jours. C'est la 507, je crois même. 507 jours. Donc, très, très longtemps. Très, très, très longtemps. Et alors, une dernière question à l'écrit, tant qu'à faire, des CM1, CM2E du lycée français Léonique d'Athènes qui demandent quel est le plus gros danger que vous ayez rencontré. Des pirates. Non, je rigole, mais pas vraiment. Mais le plus gros danger qu'on ait vu, c'était bah, des baleines. Ça peut être dangereux, par exemple, parce que vous savez, parfois il y a des bateaux qui vont très vite sur l'eau et ils peuvent heurter des baleines par accident. Si la baleine, par exemple, elle dort en surface, et c'est tellement costaud comme animal que ça pourrait ça casse des bateaux parfois. Donc il y a des bateaux qui coulent parfois parce que ils ont heurté des baleines en allant à très grande vitesse ou des conteneurs qui flottent à la surface de l'eau. Mais bon, c'est vrai que Tara est un bateau très très costaud en aluminium, en métal, donc je pense pas que pour lui ce serait un vrai problème. Et puis on va jamais très vite de toute façon avec Tara. Alors du coup, le plus grand danger qu'on ait eu, bah c'est surtout des dangers liés à la météo, hein, aux tempêtes finalement. Et donc pour gérer ça, le capitaine il regarde tout le temps la météo à bord du bateau. Et vraiment, il fait attention à ce que on n'ait pas de tempête qui nous arrive dessus. Et s'il voit que la météo change et qu'il y a une tempête qui va arriver dans les prochains jours, et ben parfois il prend même la décision de changer le programme qu'on devait faire, c'est-à-dire soit il décide de retourner au port pour qu'on s'abrite, ou d'aller s'abriter derrière des îles. Voilà, donc là c'est le capitaine, c'est Samuel que vous voyez. Et quand il conduit le bateau, ben, il a aussi la météo, il peut voir, la météo des prochains jours. Il peut aussi décider sinon de changer la route du bateau, c'est-à-dire d'un peu contourner la tempête qui est en train de se préparer plus en avant. Et de cette manière-là, bah, il peut vraiment limiter les risques de gros temps sur Tara. Parfois, il n'a pas le choix et ils ont déjà eu des grosses tempêtes à naviguer sur Tara. Moi, ça m'est pas arrivé encore, mais c'est assez rare du coup puisque maintenant on a les moyens d'éviter de passer en plein milieu des tempêtes, quoi. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup Aliénor également pour avoir pris le temps de répondre à ces nombreuses questions. Merci à les classes pour vos moultes questions. Je vois que ça vous intéresse beaucoup ce qui se passe à bord de Tara. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis on se retrouve pour de prochains directs et à bientôt autour de Tara. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde. Merci Marie.